Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour l'ultime numéro de Taxi Presse de la semaine. La messe de vendredi accueillera comme invité Abi Alpha Izotou, les fidèles du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pétézi, le libéral, Ferdinand Haïté, l'alternative, Loïc Lawson Flambeau des démocrates, il va nous rejoindre certainement, et Tchanyao Arimiao du journal Nouvelle Opinion. C'est avec eux que nous analyserons et commenterons les grands sujets de l'actualité de cette semaine finissante. Naturellement, nous reviendrons sur la crise politique togolaise avec la nouvelle restriction de la liberté de manifestation publique. Il ne sera plus possible de marcher en plein jour ouvrable, sauf les meetings, a annoncé le gouvernement en début de semaine. Une mesure que rejette catégoriquement l'opposition qui annonce une marche de résistance les 18 et 19 octobre prochains. On évoquera le sujet à l'aune de la crise qui oblige, je veux dire, les chefs d'État de la sous-région à jouer la médiation, d'où notre question. Quelle médiation pour une sortie de crise? On reviendra sur le sujet, bien entendu. Invité Fabrice Pétézi du journal Le Libéral. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes bien branché là. Enfin, oui, ça va. Je regarde votre main en fait. Bonjour Abi Alpha. Ouais, bonjour confrère, à ta rédaction, à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les confrères, bonjour aux amis de la plateforme Taxi FM, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Tchanyao Arimiao. Eric, bonjour. Merci. Bonjour à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Ferdinand, on va commencer par vous, puisque c'est vous qui avez évoqué le sujet ce matin. C'est par rapport à l'Union togolaise des banques, l'UTB. Aujourd'hui, il y a le personnel qui annonce de mouvements de grève, 3 jours notamment. Qu'est-ce qui se passe à l'UTB? Parce que jusque-là, on se disait que c'est l'un des secteurs bancaires qui est épargné par les mouvements de grève. Oui, il y a une situation inédite à l'UTB, une situation extrêmement grave qui pousse le personnel aujourd'hui à rentrer en grève pour 3 jours, les 18, 19 et 20 octobre prochains. De quoi s'agit-il? Vous savez que après le départ de M. Iou à l'UTB, il a été nommé un nouveau directeur, aussi curieux que cela puisse paraître, pour une banque d'État de droit juridique togolais et à capital 100% togolais. On a nommé un blanc, M. Patrick Mestrelé, qui était auparavant à Orabank, où il a fait pas mal de dégâts. Alors, ce monsieur est arrivé et les problèmes ont commencé, notamment d'abord une gestion très opaque de la boîte, le refus de débloquer les avancements, les promotions, les primes et tout. Et c'est quand même un gros dossier qui va sortir la semaine prochaine. Mais ce qui est scandaleux dans tout ça, c'est que l'ancien directeur général était payé à 4 millions par mois. L'actuel ministre, oui. Iou. Et le nouveau DG, le blanc, est payé à 24 millions par mois. 24 millions. Non, vous avez bien regardé les chiffres. Mais je suis en train de vous dire les choses. Il est payé à 24 millions par mois. Et avec des avantages incroyables. Et tout un réseau je ne sais pas comment dire, un réseau vraiment d'approvisionnement qui relève de lui, de sa fille et de ses amis. Et une situation que ne supportent plus les cadres de la banque. Et plus grave, vous savez que les deux banques sont dans un processus de fusion, oui. Avec la BTCI. Et selon ce qu'on apprend, ce monsieur vient d'être nommé le PDG des deux consortiums, du consortium. Et donc, les gens se posent des questions, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au Togo, c'est une banque togolaise, il n'y a pas de capital d'un pays comme la France, il n'y a pas de capital étranger ou privé, et que bon, on nomme d'abord un blanc, c'était d'abord un scandale, et puis après, le blanc qui règne comme un colon, qui ne veut écouter personne, qui embête tout le monde, et le personnel a cédé. Après plusieurs démarches auprès du ministre du Travail d'abord, en plus après chez le ministre des Finances et auprès de leur syndicat, le Symbank, ils ont décidé de rentrer en grève la semaine prochaine. Oui, mais comment est-ce qu'un directeur de banque... Oui, moi, ce qui m'étonne, comment est-ce qu'un directeur de banque peut être payé jusqu'à 24 millions de francs CFA? Non, je vous donne le salaire, il est payé à 24 millions par mois. Par mois, 24 millions, vous pouvez demander à tout le monde, les dossiers vont peut-être sortir la semaine prochaine, il est payé à 24 millions. Dans un pays où, je ne sais pas, le salaire moyen du Togolais, on le connaît. Et puis, comment est-ce qu'on peut dire que sur les 7 millions de Togolais qui sont sur ce territoire et tous ceux qui sont dans la diaspora, on n'a pas trouvé un seul Togolais capable de diriger cette banque et on va chercher un blanc
Et maintenant, on le propulse à la tête du consortium de la fusion des deux banques togolaises qui est en train d'être créée. Donc, il y a une situation vraiment incroyable là-bas. Vous avez une idée sur celui qui le soutient, son mentor? Bon, il semble que d'abord qu'il était au Togo depuis, et selon des gens que nous avons interrogés, et lorsque il est en discussion avec les employés ou les cadres et que ça arrive à un moment critique, il dit aux gens que lui il a bien les pieds à Lomé 2. Paraît-il qu'il est du réseau Strauss-Kahn. Bon, voilà, voilà comment ça se passe pour le moment. Bon, je réserve le reste des aspects pour la semaine prochaine. On fera un dossier. Un gros dossier là-dessus. Tchadjango, vous voulez aussi passer un mot sur cette histoire? Non, mais je suis togolais et quand on parle de ces sujets sensibles qui concernent notre pays, je ne crois pas que je peux rester indifférent. Et tout le temps, quand nous venons aux radios, nous allons sur n'importe quelle antenne et que nous prenons des positions qui font de nous, qui reflètent que nous sommes des patriotes. Peut-être que les gens ne comprennent pas notre position. Moi, je crois que ce pays, nous devons vraiment le porter dans nos cœurs et nous le faisons tous les jours que Dieu fait. Et quand on parle des situations comme ce qui se passe aujourd'hui à l'UTB, où ça donne l'impression qu'au Togo, sur les 7 millions d'âmes que nous constituons, quant à ça donne l'impression que les gens veulent prendre les Togolais comme des moins que rien. Moi, je me dis même, j'ai les larmes aux yeux. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous avez vu déjà l'insulte, la gifle qu'on est en train de donner à Iou, qui aujourd'hui est ministre de la République. On dit qu'on lui payait 4 millions et subitement on amène un homme blanc. Et quand nous combattons ce système, cette façon d'amener des gens de dehors pour leur faire prendre une ascension qu'ils n'ont jamais connue chez eux. Vous pensez que le blanc qui est déjà là-bas, en France, est-ce qu'il a même 2 000 € par mois? Nous avons vu des gens qu'on nous a amenés ici parce que les gens ont envie d'asseoir des réseaux qui leur permettent de s'enrichir immensement, de faire le trop-plein. Dans un pays que nous-mêmes nous voyons, la situation qui n'est pas quand même trop reluisante. Le Togo est aux Togolais. Le Togo a des cadres. Le Togo a une élite qu'on ne peut comparer avec aucune autre. Et je crois qu'il y a même des situations où ce fut des Togolais qui sont allés redresser des banques. Nous n'allons pas donner des noms ici. Nous avons des banquiers, des gens qui connaissent vraiment l'économie, qui savent faire la gestion, qui sont tellement hauts qu'on peut utiliser. Et quand je vois ça, ça révolte. Et vivement, quand les gens nous écoutent, ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour remettre la gestion des affaires aux Togolais. Parce qu'au Togo, nous avons toutes les compétences. Vous êtes nationaliste, hein? Oui, mais bien sûr. Je ne peux pas aller outre cela. Quand nous discutons de ce qui concerne le Togo, je crois que moi je reste ferme et je resterai tel. Il faut faire partie de tous ces gens-là qui viennent et qui pillent le Togo, qui viennent... Aujourd'hui on parle de l'UTB, il y a aussi une situation au niveau de la SNPT. Abi Alpha a l'habitude de réussir ce sujet avec les Israéliens. Moi je crois que tous ces systèmes, tous ces gens-là, même si on veut faire un travail avec certains pays, ou on veut même faire allégeance à certains pays, je crois que les Togolais peuvent être au devant et on va continuer par faire ce travail-là. Même on a failli de près. Au niveau de Togocom qu'on était en train d'implanter, des gens ont dit qu'on devait amener des blancs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prendre des gens d'ailleurs et de venir faire des fortunés dans ce pays? Alors que le pays même a des gens mieux outillés que... Vous allez voir ce qui se passe au niveau des histoires de Togocom. Je vous dis qu'il y a des ingénieurs togolais qui travaillent à la place de ceux que les gens amènent tout le temps parce qu'ils font du brouillon et on croit qu'ils sont en train de faire du bon. On va revenir sur le sujet Togocom tout à l'heure puisque nous avons inscrit dans le débat le cas de Sinalosona. Abi Alpha, le dossier de l'UTB aujourd'hui avec les banquiers qui menacent d'entrer en grève. En tout cas, c'est annoncé pour la semaine prochaine. Hein. Évidemment, évidemment. Je ne suis pas trop autant occupé par la grève qui s'annonce que par le comportement à la tête de cette structure. Je laisse, je crois que Ferdinand l'a déjà fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails au risque de saucissonner le dossier qui arrive. Mais je vais juste dire que ce n'est qu'un aspect, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Moi, je suis actuellement sur un dossier où on a cherché les poux sur une tête rasée dans une boîte internationale de la plage dirigée par une Sénégalaise. On a pris en étau un jeune Togolais. Très vite, on a trouvé un argument pour le licencier. Il était autour de 1 million. Et chemin faisant, tout de suite, c'est un Sénégalais qui le remplace. Et le Sénégalais a 10 millions. Le Togolais vient d'en mourir.
Donc, je ne vais pas rentrer dans les... oui. Ouais, le Sénégalais, pardon, pas le Sénégalais, le Togolais, le jeune Togolais qui a été licencié qui a été licencié, le jeune Togolais qui a été licencié et qui était autour de 1 million, qui est remplacé par une Sénégalaise qui prend 10 millions. Le jeune Togolais, on l'a déjà enterré. Je suis sur le dossier. Ce n'est pas tout qu'on dit ici. Par rapport aux banques, pour revenir, il y a une autre banque de la place qui est dirigée aussi par un étranger. Et où l'enlèvement des ordures mensuelles, ça fait 50 millions. Annuel, ça fait 50 millions. Donc, 50 millions. 50 millions. Donc, non, attendez. Donc, attendez. Il faut qu'on aille doucement. C'est pour permettre aux auditeurs de suivre ce qu'on est en train de dire. Je ne vais pas rentrer... Attendez, Abi Alpha, vous êtes trop pressé. Vous voulez dire que dans une entreprise publique ici au Togo, pour l'enlèvement des ordures, annuellement, on paie 50 millions. C'est ça que la banque paie. Une banque en difficulté qui a eu besoin d'un étranger. L'étranger gère, je ne veux pas trop savoir combien il gagne. Ça arrive. Mais l'enlèvement des ordures, c'est ça. Donc, quand des commerçants s'invitent en politique, c'est de ça que ça accouche. Nous le disons toujours. Ça, tu sais, quand il y a une vérité, on ne peut pas l'apostropher. Ne tentez pas de la déformer. Tout au plus, vous pouvez la contourner. Celui qui peut l'affronter viendra. Mais quand on déforme la vérité, vous rattrape. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Le bilan est venu. Une banque, les gens, les commerçants, les vendeurs de moutarde, les vendeurs de beignets, tout ce que vous connaissez, se sont cotisés et on dit qu'il y a une structure financière, un établissement en qui on a confiance, on dépose de l'argent. Ça fait des milliards. Des gens sont organisés pour gérer ça, de façon à ce que chacun tire sa part. Et ceux qui gèrent tombent en faillite. Ce n'est pas déjà un affront. Mais on trouve le vilain plaisir d'inviter des étrangers pour, n'est-ce pas, relever l'état de cette faillite. Encore que ce ne sont pas des banques privées. Toutes ces banques-là qui sont tombées en faillite actuellement, c'est des banques de l'État. Allant de l'ITB, la BTD, la BTCI, il n'y a pas une banque privée dedans. Et qu'on amène un étranger pour redresser une boîte en difficulté et que de 4 millions, celui-ci est à 24 millions. Vous savez le débat qui a été fait autour de Gaperi ici. Quand nous disions ici qu'il a son chef informaticien, quand le monsieur est en difficulté devant des équations à résoudre, il sort derrière son bureau pour appeler les gens à l'étranger pour résoudre des problèmes informatiques. Derrière, alors que juste à côté, là où il appelle, il y a des Togolais qui sont dans les bureaux, ils attendent tout ce qu'ils disent. Les gens disaient que nous exagérions jusqu'à ce que nous soyons devant le résultat que Gaperi a produit. Donc, c'est ainsi, nous on dira ce qui est possible. On n'est pas forcé de nous croire, mais le temps nous donnera raison. Merci beaucoup à Abi Alpha. Fabrice Pekezi, sur le sujet. Mais ça donne des sueurs froides quand on nous informe que des Togolais qui ont occupé un poste, l'un payé à 4 millions, se remplaçant à un blanc, est payé à 24 millions. Qu'un Togolais qui travaille dans une structure est payé à 1 million, on le chasse, on met un autre qui est sénégalais, on lui donne 10 millions de francs CFA. Ça fait quand même pas un problème, ça? Oui, mais c'est vrai que l'écart est très grand, même si quelque part, généralement, les étrangers qui se déplacent ont une prime qu'on appelle de dépaysement, mais l'écart est tellement grand. C'est pour cela, et aujourd'hui, nous avons plusieurs exemples. Même quand on parle de réformes dans plusieurs secteurs, c'est pour cela que nous avons toujours dit, parfois, lorsqu'on est en train de faire ces réformes-là, et ce n'est pas forcément les compétences qui manquent. Puisque ceux qui vous amenez de l'extérieur, vous leur créez d'autres conditions plus intéressantes que ceux qui étaient là. Autant améliorer ce qui est et mettre des moyens pour que ça puisse évoluer plutôt que d'aller amener des gens. Puisque aujourd'hui, bon, de 4 millions à 24 millions, alors maintenant, qu'est-ce que lui l'a proposé? Combien il compte faire rentrer par rapport à cette banque pour qu'on puisse lui faire déjà ce salaire-là? On n'a pas encore les chiffres à ce niveau. Mais je crois que généralement, c'est un peu cela. Même dans tous les secteurs, vous prenez aujourd'hui, on prend un Togolais comme entraîneur des éperviers, on ne lui payera jamais 1 million peut-être, on va dire, mais lui là qui gagne 1 million et le ministre même n'est à tel salaire. Mais quand un étranger débarque, il vient, bon, il ne produit pas des résultats extraordinaires, mais il a un salaire et puis il a une marge de manœuvre parfois même plus grande que ceux qui sont là. Donc il faut comprendre qu'en réalité, ce n'est pas l'extérieur qui viendra vraiment trouver une solution à ce qui se passe, mais c'est que même quand vous mettez des gens à des postes, même des agents aujourd'hui, payez-les bien
et amenez-les à faire du bon travail. C'est-à-dire quand on vous paye bien et on vous fixe un résultat, vous ne l'atteignez pas, on vous vire, on amène une autre personne. Mais quand vous amenez des gens de l'extérieur et vous gonflez les salaires, et parfois on se rend même compte que le travail pour lequel ils sont venus, il y a plein de gens qui peuvent le faire, sauf que lui on lui crée certaines conditions, il n'atteint pas non plus les résultats, mais au même moment quand il s'agit d'un Togolais, il est là-bas mais avec un autre salaire. Je crois que ce n'est pas forcément, il faut une dose de patriotisme. Aujourd'hui, on peut pas dire que le Togo manque de compétences dans certains domaines. Les compétences, il y en a. La preuve, même à l'extérieur, on a plein de Togolais qui font leurs preuves. Et donc, il suffit. On en a décoré pas mal la Lomé il y a bien évidemment. Et parfois, quand ces étrangers-là viennent, c'est sur la base des réseaux. Parfois ils déconnent, on a même peur de leur faire des remontrances et puis bon, on attend jusqu'au jour où ça s'écroule. Et quand maintenant, on a eu plein d'expériences aujourd'hui comme cela et c'est pour cela que sur les autres projets où les gens ils veulent faire des réformes, on est obligé de tirer la sonnette d'alarme et les gens trouvent que non, on en veut à telle ou telle personne. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'on nous a prouvé avec plusieurs exemples, on a plusieurs exemples aujourd'hui sous la main qui prouvent qu'en réalité ces réformes-là, même si le contenu est bon, parfois on pêche un peu dans l'exécution et finalement ce qui était là avant que la nouveauté n'arrive est parfois mieux. Est-ce qu'il faut toujours continuer dans ce sens-là? En tout cas, nous on est là, nous on est de la presse, on dit on ne peut que parler, on n'a pas les leviers en main pour modifier quoi que ce soit. Mais l'histoire retiendra quand même qu'on aurait attiré l'attention des gens sur les dérives vers laquelle certaines réformes sont en train d'arriver. Parfait, merci beaucoup pour Oui, Ferdinand, quelques précisions. Je voulais juste rebondir en disant que actuellement ils sont deux expatriés à diriger deux banques de la place. D'abord il y a Patrick Mestrelli qui avait fait ses preuves catastrophiques à Orabank. Il est parti avec un déficit de plus de 3 milliards que la banque est en train de gérer aujourd'hui avec des crédits toxiques que la banque n'arrive pas à recouvrir. Il est arrivé à l'UTB avec tous les avantages que je viens de décrire. Il y a son second qui est à la BPEC, qui était précédemment à la BIA. La Suisse, la Line, je crois, à la BI, elle était payée à 5 millions, à la BPEC aujourd'hui, elle est payée à 10 millions, alors que la banque s'écroule, la banque est totalement à terre, et ils ont des trucs bizarres, des déjeuners avec des amis, 2 millions par mois sur le compte de la banque, l'enlèvement des ordures annuelles, 50 millions, et pas mal de choses. Et ça, personne ne le dit. Et on a parlé tout à l'heure du cas de notre confrère Eric Salah qui est décédé, qui est décédé sur... Eric Salah, il était au PNUD, mais il était au PNUD, mais sur un projet togolais, le PUDC. C'est sur un projet togolais qu'il était au PNUD parce qu'on a confié la gestion de ce projet au PNUD. Oui. Et on le licencie et on va engager une Sénégalaise parce que la responsable du PNUD est en train de faire venir ici des vagues de Sénégalais. C'est un réseau. Ouais, c'est un réseau. C'est un réseau. Le PNUD d'aujourd'hui, c'est une boîte ultra corrompue. Et elle fait venir ces réseaux ici et elle fait les salaires 10 millions, 15 millions. Et tout ça, c'est un jeu. C'est comme on le fait dans le football. C'est-à-dire que les réseaux qui amènent les gens, ils fixent un salaire, l'argent sort, ils se partagent le reste. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est-à-dire qu'il y a le démarcheur qui ne prend ça pas. Parce que si un directeur de banque prend 20 millions, c'est pas sûr que toutes les 24 millions vont dans sa poche à lui seul. Il y a des gens qui sont derrière. Donc, monsieur, c'est nous qui t'avons emmené, tu prends les 24 millions, l'argent sort du pays, moi je viens prendre ma commission 5 millions, l'autre prend 5 millions, l'autre prend 10 millions, et puis toi tu gardes le reste. C'est ce jeu-là qu'on fait avec, les gens font avec le Togo depuis des années. Et donc, comme l'a dit Tianyao et les autres tout à l'heure, on ne peut pas être patriote et regarder faire ça et se taire. L'UTB, c'est une banque togolaise, de droit togolais 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une action. Non! C'est l'épargne des Togolais, c'est-à-dire que c'est les Togolais qui mettent l'argent là-bas. Comment se fait-il que on va nommer d'abord un directeur qui est français et ensuite lui payer 24 millions par mois? Ça fait quand même scandaleux. C'est un scandale. Donc moi je pense que ceux qui gèrent ce pays doivent à un moment donné cesser d'être méchants avec les Togolais, d'être méchants avec les cadres togolais et laisser les Togolais faire leurs preuves. Parce que ces banques existaient depuis longtemps, n'ont jamais fait faillite. Donc moi je suis vraiment désolé, c'est des phénomènes qu'il faut qu'on dénonce. Le cas de notre confrère qui est décédé au niveau du PNUD, nous aussi on est sur le dossier parce que le dossier est parvenu à notre rédaction et on essaie de voir clair dans tout ce qui se passe parce que le PUDC c'est l'argent du Togo, c'est pas normal.
C'est vrai qu'on a évoqué ici, hein, entre-temps, le cas de Gaperi avec l'OTR et finalement il a été forcé de partir, il est parti, un Togolais a pris la boîte maintenant. Bon, après il faudrait qu'on nous dise si ça marche maintenant. Plus qu'autant de Gaperi. Il y a Togocom qui est dans les cordes. Il semble qu'il y a d'autres programmes du genre qui sont aussi dans les cordes. La gapérisation. Quel autre commentaire vous voulez vous faire retour? J'ai l'impression que à un niveau donné de l'échelle de pouvoir décisionnel de notre pays, les gens ont aujourd'hui une nouvelle trouvaille. Cette trouvaille, on la loge dans ce que les gens ont toujours appelé réforme, qu'on veut faire tant, qu'on veut faire mieux. Et finalement, vous avez vu le point de départ, c'était l'OTR, où les gens avaient senti le besoin de fusionner les deux régies financières, notamment la douane et les impôts. Et quand on veut faire, et comme il a dit, quand on sait que c'est pour faire du mal aux citoyens togolais, on met une personne neutre. On vient, on amène un étranger, on dit bon, comme toi tu n'es pas concerné, tu n'as pas de sensibilité, allez va et fais mal. Appuie sur les fibres, même le sang peut saigner. On ne peut donner aucune écoute, ce qui s'est passé à l'OTR, j'ai dit que quand on ne peut donner écoute-moi, j'ai dit c'est l'impression que ça donne dans la masse. C'est une impression. Quand on dit aujourd'hui que Eric Saleh est mort et qu'on donne des explications comme ça, quand vous êtes Togolais, vous êtes révolté. Allez-y voir combien d'enfants sont morts, combien de gens sont paralysés quand l'OTR a passé avec Gaperi. Des gens qui ont pris goût d'un salaire, qui se sont engagés dans des trucs. On est venu les balayer. Aujourd'hui, est-ce qu'on m'a dit qu'on n'a pas besoin d'argent? L'OTR n'a pas fait de recrutement de 200 et quelques personnes, oui, ou plus de 25 000 Togolais ont postulé. Quand même, qu'on soit sérieux, ce que je dis. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau de Togo Telecom et Togocel, c'est la même chose. Ça ressemble à ce qu'on a fait à l'OTR. Fusion. Et quand on veut faire, la dernière fois on nous a fait voir que bon, on a mis Bagbiem, certains confrères sont sautés dessus, on dit Bagbiem c'est un Togolais, c'est bon, mais Bagbiem n'est pas PDG de la holding. On verra ce que ça va donner. La preuve à l'UTB, il y a un PCA. Et aujourd'hui, il y a PCA qui est Togolais à l'UTB. Mais on nous dit qu'on veut faire fusion UTB et BTCI. Alors, quand vous voyez de ces choses commencer par venir, pensez qu'on est en train de vendre le Togo. Aujourd'hui, je le dis, c'est une vente. Parce que quand les banques deviennent des banques qu'ils ont... Non, quand on vend, il y a parfois bénéfice. Oui, on brade. Quand on met, le mot, vous me l'avez prêté, il est bienvenu. Quand on met les banques dans les mains des étrangers... Et c'est les deux banques qui nous restent. Et les banques nationales en plus, dans les mains des étrangers. Aujourd'hui, nous n'avons que la BTCI et l'UTB qui sont des banques nationales. Toutes les autres banques que vous avez, quand vous voyez, tu sais que l'autre, bon, ça c'est des microfinances. C'est des microfinances. Mais demain, si nous avons un problème et que les banques étrangères ferment, comme ça fut le cas en Côte d'Ivoire, vous avez vos deux banques nationales, vous les remettez à un étranger et vous lui payez une fortune qu'il ne peut jamais gagner chez lui. Mais le jour que vous avez problème, ce sont ces gens-là à qui vous confierez vos histoires de Togocom, à qui vous avez confié l'OTR. Heureusement qu'on a fait partie Gaperi. Ce sont ces gens-là qui vont sceller le pays et qui vous orientent maintenant à leur guise. Ça veut dire que les gens peuvent un jour au Togo fermer la banque. Le blanc, il peut partir. Il donne des instructions. Fermez-moi tout, ça ne va pas au pays et vous allez en subir. Bien. Donc aujourd'hui, nous interpellons ceux-là qui ont encore l'écoute et qui nous écoutent, de comprendre qu'il faut arrêter tout ça là. Parce qu'avant l'arrivée de ces blancs-là, le pays marchait. Les banques UTB, BTCI, d'ailleurs, respiraient mieux. Quand les gens sont en train de nous glisser vers ces choses-là, demain, nous-mêmes, on va quand même... Fabrice a dit quelque chose de très important. Nous avons parlé en tant que journalistes. Nous n'avons pas la manette pour tirer les bonnes conclusions. Mais le temps nous donnera raison. Nous avons parlé de Gaperi. Nous avons vu comment il est parti sur la pointe des pieds. Ce dont nous parlons aujourd'hui est que les gens sont dans leur bureau
à la clim, il dit oh, laissez-les, c'est des journalistes, c'est des petits plaisantins. Demain, la raison sera là, on trouvera que nous avons dit vrai. Nous sommes aussi bien arrosés par la climatisation ici. Par rapport toujours à cette topographie, je cherche en vain un adage pour mieux illustrer. Mais si je dois inventer moi-même un adage, il faut que je dise que la corruption, on ne la réforme pas, on la combat. On ne reforme pas une corruption, on la combat. Le vol, tout le monde sait que c'est un vice depuis la nuit des temps. On n'est pas un jour s'asseoir pour dire que bon, comme ce n'est pas une bonne chose, comment on va réfléchir à une façon plus civilisée de voler. C'est à ça qu'on vit, qu'on est maintenant. C'est comme le vol, c'est un vice, c'est décrié, le temps n'est plus au vol. Mais réfléchissons à dire qu'est-ce qu'on fait, Fabrice, bon, allons voir comment faire pour que les gens volent d'une façon plus intelligente, plus civilisée. Donc cette réforme-là, qu'est-ce qui a fait tomber les boîtes là, si ce n'est pas la corruption? Qu'est-ce qui peut faire couler une banque? Les autres ont déjà coulé de la sueur, ils sont venus déposer. Vous n'avez que à gérer. Si ce n'est pas la corruption, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Entre 2012 et 2015, l'OTP a fait, que ce soit au niveau des fonds arabes ou bien des institutions de Bretton Woods, l'OTP, je crois savoir, j'ai des dossiers, a fait un prêt pas moins de 80 milliards de francs CFA pour réhabiliter cette structure-là, pour que l'exploitation du phosphate soit vraiment à la hauteur. Et qu'on me dise que cette boîte qui a consenti, et c'est prêt, c'est pour que nos enfants paient demain, que cette boîte qui a consenti un prêt autour de 80 milliards en l'espace de 2012 à 2015, et qu'on me dise que de 2014 à 2017, cette boîte n'a versé aucun rond au trésor public comme dividende. C'est quoi la dividende? Il y a actuellement beaucoup de structures qui sont des structures extractives, qui sont plus ou moins privées. Si je prends le cas de Wassem, l'État n'a que 10% dedans. C'est vrai que les autres actionnaires, il y a aussi les bras noirs dedans. Mais l'exploitation du phosphate est totalement étatique. C'est pour nous, c'est pour toi et moi. Et qu'on dise que ce premier minerai, la 4e quantité mondiale et la 2e qualité mondiale, qu'on dise que en 3 ans, ce minerai n'a pas pu apporter un seul rond au trésor public comme dividende. C'est quoi la dividende? On s'est retrouvé ici, on a cotisé, une chose tourne, à la fin de l'année, les bénéfices, on se partage. Ce que chacun prend, c'est ça la dividende. Comme ici, c'est pour l'État togolais seul, tout ce qui a comme bénéfice est censé être versé dans le trésor public togolais et qu'on ne verse rien pendant 3 ans. Et que c'est pour la même boîte que les gens ont fait un prêt de 80 milliards les 2 années précédentes. Donc quand tu fais un ramassis de toute cette topographie, c'est vraiment, ça ne fait pas du bien au cœur. Ça ne fait pas du bien au cœur. D'accord. Fabrice, il faut changer tout ce paradigme finalement, tout ce paradigme-là. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que le gouvernement togolais a les leviers? Puisque nous, on n'en a pas. Est-ce que le gouvernement peut agir pour que ça change véritablement? Oui, je crois que c'est cette action-là qui manque très souvent. Et je crois qu'on a plusieurs fois débattu là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, nous sommes quand même dans un monde moderne où aujourd'hui, même quand vous détournez un franc, on a quand même des possibilités de retrouver facilement les traces de détournement. Ce n'est pas à l'époque où il faut attendre peut-être un trimestre pour qu'on vienne faire les comptes, pour qu'on sache si... Aujourd'hui, il y a tout ce contrôle-là qui est fait. Mais malheureusement, et comme on l'a toujours déploré, est-ce que généralement, lorsque les gens se versent dans la malversation et on les prend, d'abord on ne dit même pas qu'ils ont volé. Et la sanction ultime, c'est que soit on vous dégage de votre poste. On vous dégage de votre poste, on vous met quelque part en attendant de rebondir ailleurs. C'est ça qui est dommage. Et quand on construit un peu une génération où on a l'impression qu'il y a cette impunité-là, puisque généralement la sagesse, comme on le dit, commence par la peur du gendarme. Et si les gens se rendent compte que, bon, si aujourd'hui je pars avec 100 milliards, la sanction c'est que je ne serai plus ministre ou je ne serai plus ceci ou cela. Et l'essentiel c'est d'être docile pour que je rebondisse à un autre poste. Vous comprenez que cette corruption, ce vol-là, on ne va pas le combattre de sitôt. Donc je crois qu'il faut avoir les coups de franche, faire preuve vraiment de rigueur, puisque en réalité c'est ça. C'est comme on l'a déjà dit, les compétences ça n'en manque pas. Mais maintenant, lorsque les gens sont à des postes, il faut qu'ils soient rigoureux.
il faut qu'il soit rigoureux, parce que cette histoire d'aujourd'hui, même quand vous prenez les pays où on nous amène des gens, la gestion n'est pas toujours parfaite là-bas, mais sauf que au moins là, on a quand même la possibilité de dénoncer certaines choses et amener les gens, même que ce soit un chef d'État, l'amener même à comprendre que bon, voilà les limites, vous pouvez faire ceci, mais il y a ceci que vous ne pouvez pas faire. Mais ici, ce n'est pas encore ça. Et aussi longtemps que ça restera comme cela, les gens ne comprendront pas que lorsqu'on gère un bien de l'État, il faut faire preuve de rigueur. On a beau débarquer les gens, puisque généralement, quand cette personnalité vient, vous êtes à la tête. Mais s'il n'y a pas la morale, cette morale-là, depuis l'agent de sécurité jusqu'au premier responsable, je crois qu'il y aura un blocage quelque part. Parfait. Et pendant ce temps, le front social peut rapidement se mettre en ébullition. La semaine dernière, la STT a fait sa rentrée sociale, suivie d'une assemblée générale dans l'après-midi. Ce vendredi, cet après-midi, on annonce une nouvelle assemblée générale qui devra décider de la suite, n'est-ce pas, des manifestations. Ça voudra dire, Ferdinand, que dans les prochains jours, nous pouvons voir les travailleurs togolais, les syndicats, tout ça là, se mettre dans la danse. Ça devra paralyser l'administration. Oui, il y a déjà des grèves sectorielles. Par exemple, la SNPT est en grève. Déjà. La SNPT, c'est là où on produit du phosphate. Ils sont en grève. Les enseignants avaient déjà débuté la rentrée avec une grève. Maintenant, les fonctionnaires veulent rentrer dedans. Le ministère même de la fonction publique de Bahara était en grève. Maintenant, les cadres des banques veulent aller en grève. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème dans le pays. Et puis, on sent aujourd'hui qu'il y a un problème de trésorerie. Il y a un problème de trésorerie. Il y a plus d'argent dans le trésor public. On sent qu'il y a un problème de trésorerie dans le pays. On sent véritablement qu'il y a un problème. Comment est-ce que vous sentez ça? Vous n'êtes pas payé par l'État togolais? Non, je ne suis pas payé par l'État togolais, mais je suis journaliste. Je sais, on parle avec des gens. On parle avec des opérateurs économiques qui ont des factures au trésor. On parle avec beaucoup de gens. On sait qu'il y a un problème de trésorerie. Et donc, lorsque vous en arrivez là, comme les uns les autres l'ont dit, la seule chose qui peut permettre de renflouer les caisses de l'État, c'est la lutte implacable contre la corruption. C'est la lutte contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, ce qui part par les portes détournées est immense et fait du mal à l'économie. Et vous savez même qu'actuellement, les gens, certains profitent de la crise politique aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme marche pour racketter les opérateurs économiques, pour prendre de l'argent et mettre dans leur poche. Comment ça? Oui, déjà aujourd'hui. Vous êtes opérateur économique, si vous êtes clean, il n'y a pas de problème. Non. Mais vous savez comment ça se passe dans le pays. Des gens qui sont à des postes de responsabilité, qui ont des pouvoirs d'influence aujourd'hui, ils prennent de l'argent chez les gens, qu'on a besoin d'argent parce qu'on a des problèmes, on doit marcher. Ils appellent ça l'effort de guerre. L'effort de guerre, ils prennent l'argent. Non, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils sont consentants. Ils sont consentants. Non, c'est des gens, quand vous ne donnez pas, après... on sait comment vous pouvez avoir un redressement fiscal où on peut vous soupçonner d'être avec l'adversaire. Donc les gens donnent de l'argent, cet argent-là, ça ne rentre pas dans la comptabilité publique, on met un peu dans une marche du régime, on met le reste sur un compte privé. Donc c'est un business qui marche aussi à des gens en cette période. Donc je pense que quand on a l'impérium dans un pays, moi j'ai toujours dit, le régime de Faure Gnassingbé en 12 ans a plus produit de, je ne sais pas comment dire, il y a eu plus de détournements en 12 ans, sous Faure Gnassingbé, qui en a eu en 38 ans de Yadema. Je le dis et je l'affirme. Parce que les fruits de ces détournements sont devant nous. Vous avez les routes qui sont abandonnées depuis, on n'a jamais arrêté personne. Ça ne s'est jamais produit dans ce pays. Vous avez des entreprises qui sont écroulées dans ce pays, on n'a jamais arrêté personne. Comme Fabrice l'a dit, on les a recyclés plus tôt. Ils sont revenus sous d'autres aspects. Et ça continue. Et pourtant, on a besoin d'argent pour équiper les hôpitaux, pour arranger les scanners qui sont gâtés, pour sauver des vies humaines. Aujourd'hui, il y a la rentrée, vous allez un peu à Lomé, dans les localités environnantes, vous avez 100 élèves par classe. Jusqu'au lycée, les enseignants n'ont même plus de place pour tourner devant le tableau. Les gens marchent comme, je ne sais pas comment ça se dit, les gens marchent sur les tableaux comme les chauves-souris qui sont agriffées au mur. C'est comme ça que les enseignants marchent, pour pouvoir écrire sur les tableaux. Parce qu'il n'y a pas de place dans les classes, il n'y a pas de banc. Mais comment est-ce qu'on peut gaspiller autant d'argent à payer des étrangers, 24 millions, ceci, alors que nous n'avons pas d'argent pour réparer les scanners, pour que des gens se soignent, équiper les hôpitaux, construire les écoles, mettre des toits sur les écoles. C'est pas normal. Bien. Tchanyao, la STT, on sait comment ça fonctionne de ce côté. Quand elle veut se mettre en branle, est-ce qu'il ne faut pas craindre quelque chose? Non, bon, par rapport à cet aspect, je voudrais dire à l'entame que je m'étais déjà annoncé ici comme étant nationaliste, le journaliste Tchanyao qui aime bien le Togo.
J'ai dit que le Togo, ces dernières semaines ou ces derniers mois, revient de très loin. Si mon confrère parle des problèmes de trésorerie que le pays connaît aujourd'hui, c'est en partie aussi lié à la politique. Il y a la corruption, certes, mais la politique, notamment les dernières sorties, que ce soit des tenants du pouvoir et les sorties de l'opposition, ont quand même hypothéqué, les manifestations publiques ont hypothéqué l'économie du pays. Et donc viennent s'ajouter tous les autres problèmes que nous connaissons, puisque Abi Alpha a dit tout à l'heure que, par exemple, par rapport à une banque, les gens ne viennent que verser de l'argent. Et donc il n'y a pas de raison que la banque puisse avoir des problèmes. Mais quand dans un pays, des gens ont choisi depuis des semaines ou des mois, où les jours où des gens doivent aller travailler, pour pouvoir trouver quelque chose et booster l'économie du pays et faire marcher justement ces banques-là et faire tourner l'argent, les gens délibérément choisissent. Ça, je ne dis pas que ce soit l'opposition, mais je parle des deux camps qui se disputaient depuis quelques mois, puisque l'opposition a marché plusieurs jours ouvrables. Il y a le pouvoir en place également qui a marché plusieurs jours ouvrables, et toutes ces marches-là hypothèque quand même l'élan que le pays doit prendre pour faire marcher son économie. Et donc, l'ensemble de tout ça là, c'est le résultat de ce que nous avons. Mais si la STT et les autres regroupements veulent sortir pour marcher, pour revendiquer, c'est de bon droit. Mais au même moment, quand les gens veulent manifester, habituellement, eux ne marchent pas. C'est-à-dire qu'ils annoncent des mouvements de grève. Même les grèves et les marches, tout ce que les gens ont en vue, il faut que nous prenions quand même le dessus pour comprendre, comme je le dis, en tant que nationaliste, que nous devons protéger quand même ce pays, parce qu'après tout ce que nous voulons, il faut que le pays vive. Il ne faut pas qu'on le gâte, qu'on anéantisse le pays avant d'avoir ce que nous voulons pour travailler dans le néant. On a 2 minutes, on va se le partager. Abi Alpha. Moi, je vais dire que par rapport aux agents de l'État, c'est très simple. Actuellement, quand tu regardes ce que tout ce beau monde-là revendique, ce n'est pas encore une hausse des salaires en tant que tel. C'est souvent des avantages liés aux à côté du salaire, notamment des primes et autres. Je vous parlais d'une camarade infirmière béninoise qui m'a dit une fois que elle a construit sa petite bâtisse grâce aux primes parallèles à son salaire, et que lui, son salaire s'est bloqué là-bas depuis longtemps. Donc quand tu regardes, que ce soit dans le corps enseignant, dans le corps de la santé et autres, quand tu vois très souvent, dans certains pays même, quand on calcule les avantages, que ce soit prime de garde, prime d'ancienneté, prime de contagion, tout ça là, quand on calcule ça pour un médecin ou bien pour un infirmier, in fine, tu vas voir que ces avantages sont plus colossaux que le salaire lui-même. Ici, les agents se contentent juste du salaire. Et c'est maintenant que, en regardant ce qui se fait dans les pays voisins et autres, les gens commencent à prendre conscience que mais je suis enseignant, j'ai droit quand même à une prime de salissure, j'ai droit à une prime de ceci et de cela. Et les gens commencent à revendiquer. L'État n'arrive pas à dire que ce que vous revendiquez, c'est demander de la mer à boire. Ils savent que c'est légitime, mais ils ne peuvent même pas commencer. Pendant ce temps, on a le temps de faire du gaspillage. Je vous donnais la dernière fois l'exemple de la dernière marche de UNIR, où c'est un département de la mairie qui a financé avec minimum 500 millions. 500 millions pour une... Pourquoi je donne le nom de la structure qui a financé. La boîte qui avait l'habitude de financer, quand l'opposition fait ses marches, il faut une contre-marche, il faut de l'argent. La boîte qui avait l'habitude de financer aurait dit que bon, il y a problème de liquidité. Donc c'est la mairie qui a dû apporter l'effort de guerre. C'est 500 millions. C'est énorme ce que vous dites. Hein. Juste pour 2 jours de marché, vous avez vu ce que ça... Donc quand tu regardes tout ça là, tu te dis que mais c'est un peu triste. C'est-à-dire, nous sommes fiers des diplômes que nos dirigeants brandissent quand on nous fait lire leur CV. Mais en conclusion, moi je crois que les gens sont débrouillés pour avoir les diplômes, mais ils ne sont pas forcément allés à l'école. Parce que avoir nous on connaît des gens, on a fait avec des gens, actuellement nous les connaissons,
de notre génération qui ont des diplômes mais qui n'ont pas fait. J'étais dit qu'un jour, moi j'ai vu un de mes promotionnaires qui enseignait dans un BTS. 10 secondes. J'ai demandé à mon petit frère qui est là-bas de changer d'école. Donc quand tu vois ça, des gens qui ont eu des diplômes sans forcément être allés à l'école, c'est de ça que ça peut accoucher. Quoi. Merci beaucoup, Fabrice. Je vous donnerai la parole à la reprise dans une quinzaine de minutes pour la suite de Taxi Presse. Tchaniao Arimiyaou, Ferdinand Ité, Abi Alpha et Fabrice Pekézi. Merci à vous. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour la suite de Taxi Presse de ce vendredi. Retour en studio, deuxième partie de Taxi Presse avec Tchaniao Arimiyaou, Ferdinand Haïté, Fabrice Pekézi et Abi Alpha. Fabrice, je voulais avoir aussi votre avis sur le front social qui a envie de se mettre en ébullition, si on peut s'exprimer ainsi. Le cas beaucoup plus de la STT qui s'annonce véritablement à partir de cet après-midi. Oui, il y a deux lectures à faire. La première, d'abord, on l'a toujours dit, les syndicalistes ne programment pas leurs actions dans le hasard. Et aujourd'hui, vous allez constater que sur le plan politique, il y a une crise. Et en réalité, le gouvernement aurait souhaité faire face seulement à la crise politique, le temps de la régler avant de voir autre chose. Et si les syndicalistes viennent à rajouter aux problèmes qu'ils ont déjà, vous comprenez que ça fait la revendication. Ça complique la tâche. Oui, ça leur complique la tâche et ils peuvent souhaiter ne pas avoir ce problème. C'est-à-dire, ils peuvent tout de suite lancer des discussions avec les syndicalistes, trouver soit les moyens ou les mots justes pour pouvoir quand même ne pas créer un autre front à part le front politique qu'ils ont déjà. Et donc je crois que les syndicalistes, en bons syndicalistes, ils ont vu que bon, actuellement le pouvoir ou du moins le gouvernement est en position de faiblesse. Et c'est comme tu as un problème avec quelqu'un et puis tu n'as pas encore fini, le voisin également, bien tu peux dire bon, tu peux accepter ce qu'il te dit en attendant peut-être de revenir un jour quand tu seras beaucoup plus positionné. Donc moi, la première lecture que je fais, je me dis que la STT veut profiter un peu de la situation actuelle pour pouvoir encore se faire entendre. Maintenant, secondo, il faut comprendre que très souvent on a l'impression comme si, bon, généralement ce sont les enseignants beaucoup plus qui vont en grève. Et donc ça donne l'impression comme si ce sont les enseignants seulement qui ont des problèmes. Non, en réalité, même la dernière fois j'ai écouté lorsque les gens de la fonction publique, les agents de la fonction publique, du ministère de la fonction publique étaient en grève, j'ai écouté quelqu'un sur un média dire oui voilà, on ne s'occupe que des enseignants. Et nous, bon, on est là. Et parce que généralement les gens de l'administration n'ont pas quand même la même arme que les enseignants. Vous voyez un peu, lorsque les enseignants disent qu'ils sont en grève, ça voudrait dire que les élèves sont à la maison. Tout de suite c'est ressenti. Mais depuis que nos amis de Bawara crient tout le temps qu'ils sont en grève, si tu n'as pas un problème pour aller à la fonction publique là-bas, pour qu'on te dise nous sommes en grève, ton dossier est bloqué, personne ne sent. Et c'est de la même manière. Donc il y a la santé et l'enseignement. Dans ces deux secteurs-là, lorsqu'ils sont en grève, ça se ressent tout de suite et tout le monde le ressent parce que chacun a un élève dans sa famille, et chacun a un membre de la famille qui va à l'hôpital et tout cela, donc ça se ressent. Et aujourd'hui, dans les autres secteurs, les banques et tout cela ont compris que si nous continuons par se taire, finalement on va penser que ce sont les enseignants seulement qui ont des problèmes et on va peut-être régler seulement leurs problèmes et nous serons là. Et généralement vous avez vu que lorsque la STT avait lancé les mouvements à l'époque, tout le monde profite de l'action des enseignants. Puisque le jour où les enseignants se sont retirés, c'est tombé un peu, parce que bon, à l'hôpital, c'est vrai que c'est dur, mais les gens peuvent aller dans les cliniques. Mais les élèves, quand ils arrivent à l'école et les enseignants ne sont pas là, ils ne peuvent pas aller en milieu d'année dans une école privée. Et même s'il va dans une école privée, c'est l'État qui organise les examens. Et donc ça se ressent vite. Et aujourd'hui, les autres secteurs se disent, il faudrait qu'on se fasse entendre également. Maintenant, avec la STT, si les enseignants donnent leur onction, s'ils ne veulent pas faire les choses seuls, ils donnent leur onction et puis le Synfort également entre en jeu. Vous allez comprendre que visiblement ça va être le cas. Ça risque d'être le cas et donc le gouvernement est plus ou moins au pied du mur. Il a intérêt à régler le problème politique. La solution n'est pas encore à portée de main. On va en parler tout à l'heure.
On va en parler tout à l'heure. Monsieur, merci beaucoup. Nous allons maintenant aborder notre sujet qui n'est pas loin de ça, puisque le vendredi passé, on l'a effleuré un petit peu. C'est le cas du ministre de l'économie numérique, l'entourage de Faure Gnassingbé. Tchaniao, c'est vous qui allez lancer le débat, puisque vous en avez parlé lundi dernier dans votre parution. Qu'est-ce qui fait courir tant Sina Lawson aujourd'hui? On ne la connaissait pas très médiatique, mais depuis quelque temps, il est sous le feu des projecteurs des médias et consorts. Et vous estimez même dans votre article que, au moins d'un catade, Sina Lawson serait la première à prendre un avion et partir du pays. Oui, bon. Vous maintenez ça? Oui, je maintiens parce qu'elle nous a donné l'impression. Et tous les Togolais ont vu. Vous avez vu lorsque il y avait des manifestations de l'opposition et à un moment donné, la connexion était coupée. Hein. 1 ou 2, 3 fois, la connexion a été coupée. Donc il a fallu que sur des plateformes, les gens interpellent d'abord ceux qui sont concernés par cette coupure. Elle était en tête. Après, on a mis les DG de Togo Cellulaire et Togo Télécom. On a ajouté le ministre de la Sécurité, on a même mis le chef d'état-major. Dès qu'on a fait ça, quand les gens qui ont tenté le numéro de Sina ont constaté qu'elle a bloqué, elle a changé de numéro. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on a mis à contribution une presse pour se désolidariser de cette action gouvernementale. Vous avez suivi le ministre Yark qui disait que c'était des mesures sécuritaires. Et quand c'est le gouvernement qui prend une position, et une ministre de ce gouvernement, une ministre qui dit être partie prenante d'un parti politique, surtout celui-là qui est au pouvoir, et qui en tire tous les avantages, a pu permettre à une presse, parce que quand j'ai dit c'est elle qui a permis, vous lisez les articles de tous les confrères qui ont défendu, qui ont pris position pour dire que Sina Lawson n'était pas concerné. Vous voyez que c'est un article copie-collé. C'est quelqu'un qui a dû écrire et les autres prennent le même article et ils le font. Et donc quand vous voyez ça, vous sentez que UNIR n'a pas encore de sérieux problèmes. Quand les gens commencent par refuser, c'est comme Pierre dans la Bible, qui a renié 3 ou 4 fois Jésus avant que le coq ne chante. Ça veut dire que si demain, les lendemains sont sombres pour le parti, vous verrez des gens, et elle n'est pas seule, il y a beaucoup de gens qui sont au parti par intérêt, ça je le dis, je le martèle partout. Parce que ce n'est pas le régime qui favorise ça. Et on a tellement fait peur aux gens que pour être tranquille, surtout quand on est opérateur économique aussi, il faut épouser les idéaux du parti, et là vous êtes à l'abri de... Non mais je te retourne la question, est-ce que toi, tu as rallié le parti? Est-ce que Ferdinand a rallié UNIR? Est-ce que Abi Alpha a rallié UNIR? Mais si tel est qu'on fait peur aux gens et qu'ils vont dans le parti, tout le monde devait y être, y compris tous ceux qui sont avec nous ici. Donc ce n'est pas ça. Les gens font leurs calculs, on les amène à la mangeoire, ils mangent, ils se gavent, ils narguent les autres. Et bon, quand ça ne va pas, ils sortent des communiqués pour dire qu'ils ne sont pas concernés. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je le martèle, il y a plusieurs personnes qui sont venues à unir par intérêt, qui en tirent effectivement des profits, qui narguent et qui font même mal aux populations. Et donc, ces gens-là, ils ne sont pas là de cœur. J'avais dans mon article démontré que quand un parti est créé, c'est par conviction que les gens viennent. On ne vient pas dans un parti par intérêt forcément. Et ceux qui ont la conviction, aujourd'hui nous les voyons. Je ne le dis pas pour dire que les autres ne le sont pas forcément, mais quand vous avez une conviction, vous l'exprimez, vous le dites. Et j'ai dit que ce que les gens disent de leur bouche les engage plus que ce qu'ils font en couloir. Ferdinand Haïté, est-ce que il faut maintenant réfléchir par rapport donc à l'entourage de Faure Gnassingbé aujourd'hui et en conclure qu'il y en a beaucoup autour de lui qui n'ont pas de conviction en réalité, mais qui sont là pour des intérêts, comme Tchaniao le disait. Il n'y a que à eux de savoir. Moi, j'ai toujours dit que ce truc-là, c'est pas un parti politique, c'est une nébuleuse. Un parti politique a un circuit de fonctionnement classique qu'on essaie de voir, mais UNIR c'est une nébuleuse. Les gens se disent UNIR, mais ils ne savent même pas ce qui se passe là-dedans. Certains, ils sont parce que bon, ils ont envie de préserver leur acquis ou bien leurs activités, comme vous l'avez dit. Et au bout du compte, bon, ceux qui sont vraiment dedans de conviction, on n'en trouve pas vraiment assez. On n'en trouve pas assez. Et c'est eux qui n'ont pas grand-chose non plus. Et c'est ceux qui viennent par opportunisme, qui ont les postes, qui ne s'affichent jamais dans les grandes manifs, qui sont loin du chaudron politique, mais qui amassent beaucoup d'argent. Et dès qu'il y a un pépin, bon, c'est eux qui disent « Ah, moi, je ne suis pas dedans, hein, parce que, bon, voilà. » Parce que les gens savent que demain, il y a demain. Parce que les gens oublient forcément que la nature
policier du régime aura des conséquences demain. Certains en sont conscients. Est-ce que justement c'est pas ça qui fait que des gens ne veulent pas se positionner? Les gens savent que le régime est policier et que le régime fait des dérapages, qu'il y a des dérives et que demain, on ne sait jamais, ils seront comptables. Les gens voient ce qui se passe dans les autres pays avec d'autres personnes. Et donc certains, ils sont dedans, et ils marchent sur les œufs. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit souci, ils disent que ah, moi, je n'en suis pour rien. Et la réaction, ces derniers temps, comme on l'a dit dans les journaux, ne me paraît pas scandaleuse. Elle est plutôt assez curieuse parce que généralement, les gens sont solidaires dans la bêtise, mais l'autre, elle dit, bon, ben, ou bien on nous fait dire qu'elle n'est pas dedans, elle s'en lave les mains, c'est les autres. Ça veut dire que demain, s'il y a une situation plus grave que ça, certains vont quitter le navire avant que le navire ne chavire. Voilà ce que ça veut dire. Mais bon, et ça, c'est le système qui gère le pays. C'est un conglomérat de personnes qui sont venues d'horizons divers, qui n'ont pas forcément les mêmes convictions. Certains, ils sont par opportunisme, d'autres, ils sont parce que, bon, ils se disent que, bon, ici, on peut toujours gagner quelque chose. Voilà. Fabrice, vous disiez avant, dans la parole à Abi Alpha. Non, moi je crois l'entourage du chef de l'État. C'est vrai que c'est pas pour le faire qu'on débat. Hein, oui, je crois que quand vous prenez un peu aujourd'hui l'entourage du chef de l'État, et en réalité le parti Unir n'existe que de nom comme cela. Hein, c'est beaucoup. Vous allez même voir les dernières élections. La stratégie de communication adoptée, on met beaucoup plus l'accent sur Fort Gnassingbé et tout cela. Ah, et non le parti. Et non forcément le parti. Et Fort lui-même, je crois qu'il a créé sciemment cette situation-là parce que j'ai l'impression qu'il ne voulait pas vivre un peu la dictature d'un parti. C'est pour cela d'ailleurs il a dissous le Rassemblement du peuple togolais. Parce que quand vous prenez le RPT, Unir, c'est pas pratiquement les mêmes. Aujourd'hui, Unir n'a pas une identité comme ça. On ne sait pas qui parle vraiment au nom d'Unir. Et vous allez voir, il y a même des gens autour du chef de l'État qui disent non, ils ne sont pas d'Unir, mais ils sont collaborateurs du chef de l'État, ils sont amis au chef de l'État. Et vous allez voir, les gens, quoi qu'on dise, le RPT c'était un monstre peut-être, mais il y avait des gens qui vivaient le RPT. Il y avait des gens qui pouvaient être qui étaient prêts à mourir pour le RPT. Moi je connaissais un homme, il me disait même que même s'il y a des gens même qui quittent le RPT, lui seul, lui le reste dedans. C'est un peu ça la conviction. Mais aujourd'hui, les gens essaient de slalomer. Bon, nous, c'est pas nous. Bon, c'est le chef de l'État qui nous a fait confiance. Nous avons la confiance du chef de l'État. C'est la phrase fétiche. Et puisque le président de la République, lui, il était dans un souci de réconciliation. Prenez un peu les géniteurs, c'est-à-dire les parents de certains qui entourent aujourd'hui le chef de l'État. C'est des gens qui avaient eu des problèmes sous le régime Eyadema. Oui. Et aujourd'hui, au nom de la réconciliation, on est allé débaucher les gens de l'extérieur pour les amener. Bon, ils croient que c'est pour leurs compétences forcément. Ils pensent que bon, peut-être on cherche des gens, on ne trouve pas. On est allé les prendre parce que bon, ils seraient bardés de tel ou tel diplôme et autres, puisque c'est ça on brandit généralement. Alors que c'est au nom de la réconciliation, on a ramené des gens. Donc ils sont dans une position où c'est comme on est allé me chercher et quand on veut les amener, ils fixent des conditions. Vous allez voir qu'aujourd'hui dans le gouvernement togolais, il y a des ministres, mais ils ne sont pas logés à la même enseigne. Certains ont, il y a plus ministre que ministre. Il y en a qui ont officiellement leur salaire et puis il y a aussi un autre salaire en sourdine pour le fait qu'on est allé, peut-être il y a même des gens qui ne faisaient rien à l'extérieur, mais il va mentir qu'il était à tel poste, il était payé à combien d'euros, et bon voilà, lui revient pour servir le pays. C'est comme si c'est par patriotisme il revient, alors que peut-être son premier emploi c'est au niveau du Togo, il veut l'avoir. Donc, au nom de la réconciliation, on a ouvert pour ramener des gens comme ça, qui ne sont pas convaincus. Donc, ne soyez pas surpris que lorsqu'il y a un petit grabuge, ils cherchent seulement la porte de départ. Mais, ce que les gens oublient, c'est que les gens ne sont pas naïfs. Vous n'aimez pas cette phrase de Christophe Chao. Faut pas que si vraiment ça brûle, faut pas que certains pensent qu'ils vont échapper. Hein. On brûle tous. Non mais attends, faut pas que certains pensent qu'ils seront là seulement en période de fête. Et si entre temps il y a une coupure du courant, il y a quelque chose, on va les extirper d'une manière ou d'une autre. Actuellement, UNIR s'organise pour le congrès. Oui, on verra bien ce que son congrès va donner, qui va diriger de ce point de vue, il n'y a pas véritablement de partisans du parti UNIR. Il n'y en a pas. Ce sont que des profiteurs autour du chef de l'État. Il n'y en a pas. Les gens ont pris des cartes d'adhésion et tout cela et autres, mais les gens ne savent pas exactement quel est leur rôle au sein du parti. C'est pour ça que vous allez voir, avant, à l'époque du RPT, le parti pèse pour la formation
formation du gouvernement, le parti également contribue, à part ce que le président peut débaucher de l'opposition et autres, le parti positionne des gens. Mais aujourd'hui, on constate tout simplement que Faure dirige sans un parti politique. Il a cherché à éviter la dictature des partis politiques. C'est pour cela qu'il a dissous le RPT. Mais il a fait semblant de mettre UNIR, mais il a mis des gens provisoires. Aujourd'hui, Aïdam ne sait vraiment pas c'est quoi, qu'est-ce que UNIR est en train de faire à l'instant T. Donc les gens, et parfois, oui, parfois vous allez, et la crise actuelle, vous avez vu quand vous prenez certains membres du gouvernement, là, comment on peut amener deux anciens ministres qui ne sont plus du gouvernement, qui parlent au nom du gouvernement. Les gens ne veulent pas parler. Alors que les gens sont à des postes. Il y a le cas, excusez-moi, il y a le cas du ministre des Affaires étrangères qui revient sur le tapis, Robert Doucet. Bien évidemment, et aujourd'hui le pays est lynché à l'échelle internationale, mais le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, moi je ne l'ai pas encore entendu prendre une position officiellement comme cela. Le ministre de la communication, après des critiques, maintenant il a trouvé moyen de rester à côté de Yark pour dire que bon, et c'est Yark qui parle, alors que Yark c'est pas son rôle de parler comme cela. Lui il fait son boulot, c'est un technicien. Il y a des gens, ils profitent, mais ils ne veulent pas se mouiller. Mais bon, nul ne sait quel est le contrat entre celui qui les a amenés et eux. Merci beaucoup, Abialfa. Fabrice, Abialfa maintenant. Je crois bien que il y a 4 ou 5 ans, je titrais que UNIR était un parti bâtard en quête de patronyme. À l'époque, j'allais sur Canal FM, les gens m'ont traité de tous les noms. Quand tu prends aujourd'hui, même au dernier gouvernement, vous vous rappelez, nous parlions d'un gouvernement où, en l'espace de 3 heures de temps, 3 différentes listes ont été publiées. Retournez à cette liste pour voir M. Aïdam, qui est le premier qui répond au nom de UNIR, quel était son portefeuille. Un parti qui dirige l'État, c'est-à-dire un parti qui a la majorité, vous le savez, et que le premier répondant de ce parti doit être au gouvernement, et il faut aller évaluer le portefeuille qui lui a été réservé. Donc les faits parlent d'eux-mêmes. Moi, je ne vois pas Madame Sina Lawson, ou bien c'est Mademoiselle, je ne sais pas. Je ne vois pas. Non, c'est-à-dire si c'est une dame, ce qu'on appelle madame, et on accompagne du nom de ça. Non, ce n'est plus obligatoire maintenant. De son mari. Donc en attendant qu'on ait le nom du mari, moi je vais douter entre la mademoiselle et madame. Donc moi je dis, je dis donc que moi je ne l'accuse pas, contrairement au confrère. Est-ce que quand on parle de convictions politiques autour d'une formation de nos biens, autour d'un regroupement, mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à des principes qu'on se fixe. Le parti né aujourd'hui, il se fixe des principes. Vous, les pères fondateurs, vous êtes convaincus et vous suivez par conviction. Et au fur et à mesure que vous faites les résultats, vous avez l'adhésion des gens. Bon, maintenant, un système qui a dirigé 50 ans, avec ce résultat que vous avez, qui vous voulez qu'il soit là-bas par conviction? Non, dites-moi. Non, entre nous, c'est-à-dire un régime de ce genre. Actuellement, on vient de déplorer le fait que la fine fleur de l'économie, les banques, s'il te plaît, que les banques tombent en faillite et qu'on les relève d'une façon alambiquée. Nous avons le seul port en eau profonde de la sous-région qui est devenu grabataire. Nous avons un des meilleurs minerais de phosphate de l'Afrique qui est devenu ce qu'il est. Notre mer en eau profonde est devenue le carrefour d'un trafic de pétrole dans la sous-région. C'est chez nous qu'on fait les trafics pour alimenter 8 autres pays de la sous-région. Quand tu vois tous les scandales qui ont pour nom le Togo, et qu'un même système a géré le même Togo pendant 50 ans, comment moi, Abialfa, je vais être là-bas par conviction? Je vais être là-bas parce que je sais que si j'attrape la chemise de Tchagnaou, je peux avoir des retombées. Le jour où je vois que la chemise est prête à se déchirer, c'est normal que je couvre ma tête comme Sina Lawson est en train de le faire. Donc moi, ça ne me surprend pas. La dame est dans un rôle que je dirais même pragmatique. Peut-être qu'elle a eu le courage de l'exprimer, peut-être par maladresse politique, mais ils sont nombreux aussi qui pensent comme elle, mais qui ne peuvent pas l'afficher. Donc, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il y a beaucoup de Sina Lawson dans la boîte. Bon, d'accord. Oui, bon, quand j'ai écouté l'intervention de Fabrice,
Je crois que Fabrice peut-être a approché ce qui se passe au niveau du parti, tel que nous en avons parlé. Sûrement qu'on est allé vraiment emprunter ou chercher des gens qu'on est venu loger dans le parti et qui en tirent des bénéfices. Mais je crois sincèrement que il est temps qu'on essaye quand même dans un parti de mettre des gens à conviction. Il y a un congrès qui profile à l'horizon. Les 28 et 29, il y aura un congrès. Tout le monde le sait. Il faut que le parti essaye de mettre vraiment des gens qui ont la conviction et qu'on mette les gens qui se battent. Non, attendez, comment on mesure la conviction? La conviction, elle se mesure par exemple, les actes et les positions et les démarches que chacun fait. Quand on dit qu'une dame a commencé par renier l'action gouvernementale, pendant que notre ministre assume, le ministre Yalka a assumé, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Il a dit ouvertement, il a dit à tous les Togolais que voilà, c'est par mesure sécuritaire. J'aurais aimé Sina Lasson qui disent que c'est une action gouvernementale. Je suis à la tête de, par exemple, un département qui gère la communication et la connexion. Mais quand on dit... Excusez-moi, ça peut nous renseigner sur le fait que Sina Lasson n'est pas d'accord par rapport à la communication. Mais écoutez, j'aurais aimé que quand on a fait la première coupure, qu'elle démissionne et qu'elle dise aux Togolais qu'on est en train de rétrograder l'économie nationale en coupant la connexion. Moi, je me désolidarise parce que j'ai dit tant, on ne m'a pas écouté. Mais on ne laisse pas faire pour après tout dire aux populations, pour après tout dire au monde entier, je n'étais pas concerné, moi je ne fais pas tant, c'est tel et tel qui avait fait. Et moi je dis, et c'est fondamental, quand les gens viennent par intérêt et qu'on les reconnaît, il faut prendre les mesures pour les bouter. Or, je ne suis pas d'unir, mais je crois que dans un parti, il faut quand même que les gens aient l'honnêteté et l'ouverture de mettre les gens qu'il faut à la place qu'ils doivent être. Merci quand beaucoup, vous observez, pour terminer, regardez comment tous les jours, les gens lynchent le ministre Bawara. Regardez comment les Trimois, quand ils sont rentrés dans la danse, les gens les injurient, les gens leur disent tous les mots. Les gens même sont allés jusqu'à dire que le ministre Yaki l'ont interpellé à la CPI. Pendant ce temps, ceux qui bouffent, ceux qui mangent, ceux qui sont logés à des enseignes impossibles, alors qu'ils n'ont absolument rien fait, commencent par nier des faits et se cacher derrière, pendant que les autres, on les envoie à la guerre. Mon confrère Fabrice a dit quelque chose d'important. Il faut que les gens ouvrent les yeux pour comprendre. Le ministre Tchawa a dit ça, c'est comme banal, mais c'est fondamental. C'est important. Il ne faut pas que les gens pensent, quand ils vont faire couler, certains vont se soustraire comme les gens le pensent, ou qu'ils vont par des propos ou par presse interposée essayer de se soustraire de ce qui se passe. Nous sommes tous les Togolais et tous les acteurs, ils sont collégialement, ils sont concernés par les choses. Merci et beaucoup, on peut Tinao. les appeler à faire la comptabilité. Ferdinand, et puis on va passer à notre sujet rapidement. C'est-à-dire que dans ce genre de système, comme le nôtre et bien d'autres d'ailleurs, il y a toujours ceux qui font le sale boulot et il y a toujours ceux qui sont derrière, qui profitent des avantages. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Encore que ici, le système est encore plus complexe d'ailleurs parce que le système est tel que même parfois les pôles de décision échappent même à des gens qui sont au gouvernement. On a vu ici des premiers ministres qui ont été humiliés par des ministres. On a vu ici des gens qui sont allés à la présidence qui ont trouvé porte close. Et donc, le système est comme ça. On a vu des communiqués sortis dans ce pays au nom des ministres qui ne l'ont jamais signé. Et donc, c'est la nature même autoritaire et autocratique du système, où les pôles même de décision ne respectent même pas le système de fonctionnement normal qui est en place, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement, on a un premier ministre, les ministres se soumettent au premier ministre, le premier ministre se soumet au président de la République. Il n'y a rien de ce genre. Vous avez des gens qui sont dans le gouvernement qui sont plus puissants que le premier ministre. Vous avez des gens qui sont dans le gouvernement qui sont plus puissants que d'autres personnes. Dans le gouvernement actuel, oui. On n'a vu pas le passé, mais il y en a eu autant de Humbo, je crois qu'il y en a aussi aujourd'hui. Ce n'est pas tous les ministres aujourd'hui qui vont demander à M. Klassou avant de voyager. Vous voyez, et donc ça se passe. Et c'est la nature complexe même du système, vous voyez. Et ce système-là n'est pas forcément un système politique, c'est une mafia. Dans la mafia, il n'y a que le chef. Tous les clans travaillent pour servir le chef. Et donc, les clans prennent leurs décisions selon les intérêts. Et à un moment donné, on voit ce qu'on voit et la vie continue. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde maintenant le sujet politique avec ce qui se passe depuis plusieurs semaines maintenant au Togo. La crise semble être difficile à conjurer au Togo. La dernière trouvaille au niveau du gouvernement, c'est la restriction de la liberté de manifestation.
au Togo. Ça ne contente pas tout le monde. Au niveau de l'opposition, on n'est pas d'accord. On parle de la violation même des tests de loi, ces tests donc, qui régissent la liberté ou le droit à manifester au Togo. Fabrice, quelle est votre analyse sur ce sujet? L'opposition aura-t-elle finalement cherché et elle a trouvé? Oh, pas forcément l'opposition, mais je crois que par rapport au moment où on adoptait cette loi-là, vous savez, une loi, on l'adopte, mais il y a toujours certaines circonstances qui arrivent et parfois on peut se mordre les doigts pour dire « Ah, on aurait dû ajouter ceci ou enlever cela ». Et donc aujourd'hui, je crois que c'est dans cette situation le gouvernement, et puis ceux qui auraient pu penser que on peut... un parti où on peut mobiliser les gens, par exemple toute une semaine où les activités économiques seront bloquées. Donc aujourd'hui le gouvernement se rend compte que les manifestations politiques, ça ralentit vraiment l'économie du pays, et c'est pour cela au départ moi j'ai pensé que c'était une exhortation et que les leaders politiques et le gouvernement devaient s'entendre pour dire bon, n'en faites pas trop parce que voilà la conséquence que ça pose et autres. Maintenant, lorsqu'on est allé à une interdiction, moi je l'ai déjà dit, peut-être ça va aller un peu sur un terrain juridique. Alors puisque la loi elle n'a pas encore été modifiée, je crois qu'elle donne la liberté aux gens de manifester en milieu de semaine. Mais cette même loi dit également que le ministère de l'administration territoriale peut faire des observations. Et s'il y a danger ou ceci ou cela, on peut reporter une marche ou revoir des itinéraires en fonction des circonstances. Alors, mais maintenant... Là aujourd'hui, on interdit carrément de manifester. Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, aujourd'hui, qu'il y ait une décision du genre dorénavant ou désormais, on ne fera plus ceci. Je crois que ça pose un petit problème si on ne règle pas ce problème-là à l'Assemblée nationale avec la modification de la loi. Parce que peut-être ce que, moi je sais pas, les juristes qui sont mieux avisés nous diront, mais moi je crois que la petite connaissance que j'ai, je me dis, il aurait fallu peut-être interdire ces marches-là au jour le jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on programme, on trouve un prétexte pour l'interdire, que de parler d'une interdiction comme cela. Puisque en réalité, les manifestations, ce ne sont pas seulement les manifestations politiques, hein, même les histoires de chemin de croix, tout ça, ça fait partie des manifestations publiques, sauf que là-bas ce n'est pas politique. Oui. Mais aujourd'hui, les manifestations politiques, effectivement, ça bloque le pays, ça personne ne peut le démentir. Mais généralement aussi, je crois que c'est la stratégie de l'opposition, puisque l'opposition veut rendre ingouvernable le pays et susciter beaucoup plus de colère au niveau de la population et atteindre son objectif. Et donc, faire des meetings, bon, est-ce qu'ils auront le même résultat? On est sur un terrain politique, donc je crois qu'il faut régler le problème politiquement, sinon les décisions qu'on prend, si on va sur un terrain juridique, on risque de ne pas s'entendre, mais sur un terrain politique, peut-être qu'on peut trouver une solution. Abi Alpha, vous parlerez-vous de violation de tests de loi par le gouvernement togolais, ou bien le ministre Yarka des renseignements aujourd'hui qui l'amène, lui et le gouvernement, qui les amène donc à interdire les manifestations publiques, caractère politique bien entendu. Bon, je crois que politiquement parlant, le schéma que nous traversons, bien avant que ces fameux communiqués viennent torturer les textes qui existent, il y avait une tentative, il y avait un ballon d'essai qui n'a pas marché. Moi j'avais un dossier, un projet de loi modifiant la loi Bogiana était sur la table de certains intellectuels unis actuellement qui entre-temps, je ne sais pas s'ils sont encore sur le projet, était sur la table de certains, c'est-à-dire certains penseurs, si on peut ainsi le dire, professeurs d'université, et qui réfléchissaient pour voir comment, n'est-ce pas, torpiller la loi Bogiana. Donc si aujourd'hui on arrive à ceci, moi ça ne me surprend pas. Sauf que ce débat, tu sais, quand tu regardes les évolutions, tu te dis que c'est deux schémas. Et chacun reste dans sa logique, et je crois que c'est un peu ça. Le régime en place est sur le juridisme. Tout ce qui se passe au Parlement, et on a fait le communiqué, a fait quoi, qu'on a dit ceci, on prend la chemise du muezzin pour porter à l'imam, on enlève chez l'imam pour porter à son adjoint.
c'est du juridisme qui se fait au Parlement et dans les institutions de l'État. Ces institutions, si elles se portaient bien, actuellement, les rues togolaises ne vivraient pas ce que nous sommes en train de vivre. Donc, si l'opposition est assez naïve pour s'aligner derrière le juridisme, elle est la bienvenue. Moi, je ne suis pas politique. Nous, on fait les remarques. Nous, on va les observer. Donc, moi, je crois que c'est un communiqué. Si les textes permettent qu'un communiqué d'un ministre, soit-il 2 ou 3 ministres, viennent mettre un frein à une loi en cours, tant mieux. On va voir si cela peut porter des fruits au régime en place. Mais si on veut nous parler des textes, du respect des trucs, s'il y a des gens qui ont donné les meilleurs exemples de violation des textes qui dirigent, c'est les gens au pouvoir. Depuis, ça fait 12 ans que Faure est là. Combien de fois, au nom de la Constitution qu'il exige, il est passé devant le Parlement pour faire l'état de la nation. Combien de fois il a déclaré ses biens. Mais c'est toute une ribambelle de violation de la Constitution qui est la loi fondamentale, une ribambelle de violation qui commence par le sommet de l'État. Donc, n'allez pas demander à chose. Tu sais, on est actuellement dans un schéma où ça va arriver à un moment où même ceux-là qui prennent ces dispositions pour interdire ceci, pour restreindre ceci, ça va arriver à un moment où ça ne tiendra pas. Parce que tu sais, pour me permettre un petit adage, il faut que je dise que c'est en temps de paix que le singe porte son guénon. Le guénon, le petit singe, oui, dès qu'il naît, il peut marcher. Donc, comme la maman en est consciente, quand il y a la paix, il l'aide en le portant au dos. Mais quand ça chauffe, donc, je crois que pour ne pas monopoliser, je veux donner la parole à Tchénéwa. On va pas faire ça. Oui, non, bon, sur la restriction de la liberté de manifestation publique au Togo. Vous avez dit restriction. Et donc, je crois que ceux qui ont envie de manifester les jours ouvrables ont déjà montré ce dont ils sont capables. L'opposition a marché plusieurs jours ouvrables, le parti au pouvoir également a marché plusieurs jours ouvrables, mais maintenant nous sommes au bilan. En tant que patriotes, en tant que Togolais qui aimons notre pays, nous avons le Togo en commun. Ça, je le dis tous les jours. Ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui, ils ont le droit de manifester. Tout ce qu'ils font là, dans leur rang, c'est encouragé. Il faut utiliser les moyens quand même normaux pour pouvoir accéder à ce pouvoir-là. Mais ceux-là qui sont là aussi, les gens ont dit qu'ils font du juridisme. Ils doivent jouer sur le droit pour quand même expliquer leur position, pour dire tout ce qu'ils font. Tout ça, c'est normal. Mais quand nous venons maintenant au bilan, la remarque, c'est que quel intérêt ceux de l'opposition qui veulent aujourd'hui avoir accédé au pouvoir, quel intérêt ils auront de voir l'économie togolaise totalement à terre. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Non. Généralement, de revenir sur le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement interdit de manifester en semaine, alors que la loi ne dit pas ça. La loi autorise... Vous ne pouvez pas m'étouffer dans mon analyse. Non, je vous étouffe. Ce que je suis en train de dire, c'est à la question que vous m'avez posée que je vais répondre. Moi, je fais une analyse. J'ai dit quel intérêt, si des gens ont envie de manifester tous les jours de la semaine, parce que le droit ou bien la loi le leur permet. Quel intérêt ils ont? Et nous tous ici, j'avais dit que lorsque les gens ont fait l'essai, que ce soit au niveau de ceux qui sont du pouvoir et que ce soit au niveau de ceux-là qui sont de l'opposition, quand ils ont fait la démonstration des marches en semaine, nous avons vu que l'économie est à terre. Et je suis en train de dire que on a refusé que les gens marchent en jour ouvrable. Mais les week-ends sont là, on peut marcher. On n'a pas interdit ça, à ce que je sache. Et j'ai dit maintenant que quel intérêt que ce soit ceux qui sont au pouvoir, qui ont envie de marcher. Parce que quand on a interdit, on a interdit aussi bien pour unir que pour l'opposition. Donc ceux qui sont togolais et qui veulent marcher en jour ouvrable, où les gens doivent vaquer à leur occupation et qu'ils choisissent qu'il faut marcher tout le temps parce que nous voulons conserver un pouvoir, parce que nous voulons accéder à un pouvoir. Quel intérêt ils ont? Et j'ai dit que tous, le Togo nous appartient et je ne trouve pas l'opposant qui souhaiterait accéder au pouvoir, où le Togo économiquement est chiffonné, où tout est à terre, où rien n'est plus à prendre au sérieux. Et quand pendant ce temps, quand on va prendre le pays, on va faire 5 ans, un mandat où on dira « Ah, nous sommes en train de redresser », un deuxième mandat, on dit non. Moi, je crois que les gens ont
intérêt à manifester, mais qu'ils choisissent les manifestations qui peuvent préserver le pays. On voit clairement que cette décision a été prise par rapport aux dernières manifestations, surtout les violences qu'on a connues. Non seulement les violences, il faut parler aussi de l'économie qui est plus importante que tout. Non, les deux ministres n'ont pas évoqué l'économie. J'ai dit, il y a l'économie également. C'est moi mon analyse. Oui, il y a des raisons. Moi j'ai pris le côté économique et le côté officiel. Ils ont parlé de la sécurité, mais moi j'ai dit... C'est ça que j'ai voulu rappeler aux auditeurs. Oui, moi je parle du côté économique. En disant que nous avons le Togo qui appartient aux deux camps et que personne ne doit aimer voir le Togo tomber à terre, être chiffonné parce qu'il veut telle ou telle chose. Merci. Ferdinand a été sur le sujet. Oui, sauf que le pays est déjà à terre, et à terre depuis 50 ans. Et donc, on cherche d'ailleurs à le relever. Et moi, je dis ceci, il n'y a aucune disposition constitutionnelle ou légale qui interdit aux gens de manifester le jour. Donc, les gens manifesteront le jour. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas continuer par accepter ces genres de dérives dans un pays. Demain, les mêmes personnes viendront vous passer un communiqué à la télé pour dire que les journalistes ne doivent travailler le week-end. Ou bien on ne va plus faire le débat vendredi. Parce que si vous laissez ces espaces... Oui, mais c'est comme ça que ça commence. Faut pas exagérer. Mais c'est comme ça que ça commence. Excusez-moi, dans un pays à la dérive, c'est comme ça que ça commence. On commence par prendre des petites lois comme ça. Et puis quand vous ne faites rien, demain, c'est d'autres secteurs qui sont touchés. Demain, vous diront, oui, écoutez, les débats de vendredi, c'est fini, vous n'en faites plus. Et puis, plus personne ne dira rien. Les gens vous diront, oui, c'est légal. Non, il faut qu'on arrête ça. Est-ce qu'il y a une disposition légale qui interdit aux gens de manifester les jours ouvrables? Non. Alors les gens manifesteront. Et je vous rappelle que le 19, la marche du BNP n'a pas été autorisée, mais les gens manifestaient. Et donc, il ne faut pas que les gens... Soit les gens ont envie de précipiter les événements dans le pays, alors, bon, tant mieux. Parce qu'on ne peut pas prétester du fait que, bon, une manifestation s'est soldée par des violences et interdit, je ne sais pas, les manifestations le jour ouvrables. Je ne pas ce qui s'est passé. Je ne cautionne pas, mais la question de savoir, les violences viennent d'où? Il y a cet aspect dont personne n'en parle. Vous savez, moi, j'étais à Hébert quand il y a eu le jeudi où Abi Alpha devait venir me récupérer. J'ai vu ce qui s'est passé. Mais après, des individus sont venus dans le quartier pour faire des barricades et brûler qui ne sont pas des jeunes de Hébert. Mais les gens ont retrouvé des gens parmi eux qui ne sont pas des manifestants de l'opposition. Donc, il faut faire attention quand on veut rentrer dans ce jeu. Ce sont des stratégies en réalité mises en place. Il faut faire attention quand on veut rentrer dans ce jeu. À Bafilo, on a vu des gens qui ont porté des tenues PNP dans les manifestations. Quand on a commencé par lancer des gaz, ils se sont retrouvés derrière les forces de l'ordre. Donc, il faut faire extrêmement attention à ces genres de choses. Nous savons dans quel pays on est, on sait ce que les gens sont capables de faire et on sait comment ils peuvent exploiter ça après pour justifier des mesures. Moi, j'ai vu la marche du jeudi, des jeunes donner de l'eau aux forces de l'ordre. Vous avez vu les vidéos? Oui. Les jeunes qui se promenaient donner de l'eau aux forces de l'ordre qui n'avaient pas d'eau à boire. Est-ce que vous pensez que c'est ces mêmes jeunes qui ont brûlé après? Il faut qu'on soit extrêmement prudent. Donc moi, je dis, des gens ne peuvent pas tout le temps restreindre les espaces de liberté en violant la Constitution et demander aux citoyens, écoutez, restez calmes dans vos maisons, ne faites absolument rien. Quand on parle de manifestations publiques, on sait que la diaspora togolaise est vent debout depuis quelque temps. Ce matin, vous nous dites que si la diaspora togolaise au Burkina Faso n'a pas pu manifester, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui aurait pesé de tout son poids, le PDG de BOMAF. Non mais attendez, Ferdinand. Non, c'est vrai. Sérieux, non, je ne raconte pas des histoires, c'est vrai. Vous savez, le PDG de BOMAF, M. Mahamadou Bukungu, oui. Voilà, et il est très connu ici, il a des contrats ici, des marchés. Oui, il a fait des routes impeccables. Ouais, non, pas impeccables, des routes même parfois qui ne tiennent pas. On a vu la route qui passe devant Bodjona pour aller derrière le camp Asdo Gomela qui prend de l'eau. C'est BOMAF qui a fait ça, qui prend de l'eau tout le temps. Vous savez que je suis d'accord. Non, elle prend de l'eau tout le temps, cette voie-là. Bon, moi, je vois quand il pleut là, cette voie est inondée de toutes les façons. Les caniveaux ne sont pas bien faits. Ça, tout le monde le constate. Oui, mais jusqu'à derrière le camp là, la route n'est pas bien faite. Et puis bon, les routes qu'ils ont au nord aujourd'hui, qui sont contestées, les routes qui sont dans les savanes. Donc c'est un monsieur qui a ses entrées ici, qui a été nommé depuis 8 mois consul honoraire du Togo-Burkina. Vous savez ce que c'est qu'un consul honoraire et qui a aussi une compagnie de jet privé. Il en a 4, il a 4 avions qui louent les avions au chef d'État. Donc le président togolais prend son avion souvent pour voyager. Et donc depuis que les Togolais ont voulu manifester au Burkina, il joue un jeu trouble avec le maire de la ville de Ouaga pour interdire ces manifestations. C'est ce que nous tenons à rappeler dans le texte qui a été écrit en précisant que lui, il a fait sa fortune sous Blaise Compaoré. La chute de Blaise ne l'a pas emporté. Aujourd'hui, il vit de la démocratie avec Kaboré. Et lui, il ne veut pas que les Togolais aussi essaient de goûter un peu à la liberté, c'est pas bien. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot par rapport à ça. Oui, je crois que au niveau des autorités du Burkina, je crois qu'ils ont mis beaucoup plus en avant
les questions diplomatiques pour empêcher cette manifestation-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire au niveau de l'opposition qui organise les marches au niveau de la capitale et dans bien d'autres villes. Alors si les gens reconnaissent qu'il y a des infiltrations, ça voudrait dire que vous ne maîtrisez pas tout ce qui se passe. C'est de cette manière aussi qu'il peut y avoir des infiltrations où ça peut même être dommageable même à vous les organisateurs. Oui. Et dans ces sens-là aussi, c'est pourquoi il ne faudrait pas toujours prendre en mal ce que le ministère de la Sécurité dit. Parce que c'est eux qui ont la charge de la sécurité. Ils savent tout ce qui se passe. Ils ne diront pas tout. Ils ne vous diront pas qui était à votre manifestation et qui voulait faire quoi. Mais lorsqu'ils vous disent à un moment donné, puisqu'il y a eu des manifestations qu'ils ont encadrées, ils n'ont pas trouvé à redire. S'ils disent, ah, ça commence par prendre une allure, voilà, je crois qu'il faudrait également que les organisateurs collaborent parce qu'ils n'ont aucun intérêt à empêcher, mais puisque on l'a entendu, c'est pas Ferdinand seulement qui l'a dit, on a entendu beaucoup de gens de l'opposition, beaucoup de leaders dire qu'ils ont été infiltrés et que ce sont ceux qui ont infiltré qui ont commis ces actes de vandalisme là. Bon, maintenant, alors est-ce qu'il y a on a estampillé certains militants de l'opposition, comment reconnaître les intrus et les vrais manifestants et tout cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des gens qui étaient au bas-fond et au même moment, les gens se sont organisés dans des quartiers, certains même rançonnaient même des passants, ils prenaient de l'argent et tout cela et autres. Mais tout ça, on a mis ça sur le dos de la manifestation de l'opposition. Donc maintenant, quelles sont les dispositions que l'opposition peut prendre pour mettre les mauvaises graines de côté et qu'on sache que bon voilà, eux c'est des gens, c'est des voleurs qui veulent profiter de la situation pour faire ceci ou cela. Et quand ça arrive, le ministère de la Sécurité peut dire par rapport aux circonstances, il faut qu'on voit clair dans ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut interdire, mais je crois qu'à un moment donné également, il faut écouter ce que la sécurité vous dit. Sauf que quand on manifeste le week-end, ça n'empêche pas les infiltrations. Si jamais il y a infiltration, les week-ends ne vont pas empêcher les infiltrations. Oui, les week-ends, quand vous prenez les jours ouvrables, il y a des gens qui sont obligés de bouger. Le week-end, on se dit que c'est le week-end. À part les gens du privé, les commerçants qui sortent, les gens peuvent s'organiser à dire bon, il y a marche, je ne bouge pas. Mais lorsque vous êtes un agent de l'État, vous êtes obligé de bouger et tout cela et autres. Mais ce que moi je dis, lorsqu'un organisateur dit que j'ai été infiltré, ça voudrait dire que ça pose déjà problème. Ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise de ce que vous êtes en train de faire. Ça ne l'excuse pas au vu de la loi. Il sera responsable si cette affaire sauf que pour être plus concret, bien avant cette vague qui est née avec le 19 août passé, à part de cette vague, on a vu des cas concrets, les noms sont là, ceux à qui on a remis les invités sont là, on a pris des gens en civil qui portaient des armes dans les manifs. C'est ça qu'on ne dit pas, on les a remis aux forces de l'ordre. Ouais. Et ça se passait au temps de l'ANC, quand l'ANC était seul, quand l'UFC était seul. Plusieurs fois ça s'est passé. On prend des gens en civil qui portent des voiles militaires, qu'on les prend. On ne les lynche pas, mais on les remet aux forces de l'ordre. Donc ça là, ce sont les pratiques de la maison. Moi je veux m'intéresser un peu à M. Bokongo là-bas par rapport à ces agitations. Je crois qu'un schéma similaire se joue aussi au Gabon. Au Gabon, il y a aussi, la diaspora qui a de la peine à manifester. Sauf que quand tu regardes ce qui se passe, que ce soit dans la diaspora africaine, que ce soit dans la diaspora européenne, américaine, tout ce que vous savez pour revenir au pays, et que quelqu'un se comporte comme ça, c'est un peu comme en disant qu'il veut aider le système, je ne dirais pas qui a fait de lui ce qu'il est, mais qui a contribué à son internationalisation, parce qu'on ne le veuille pas. M. Bokongo, sa société a beau être ce qu'elle est, c'est à partir du Togo qu'il est devenu une structure, c'est-à-dire une entreprise internationale. Donc c'est pour vous dire que son comportement ressemble à... S'il croit aider son ami personnel, parce que le monsieur fait partie de ceux qui ceux-là qu'on considère comme les amis personnels autour du prince, s'il pense que c'est de cette façon qu'il veut apporter sa pierre, je crois que il s'apparente à quelqu'un qui égare son cheval et qui le cherche jusqu'au tiroir. Quand vous égarez votre cheval, vous le cherchez partout jusqu'au tiroir.
Et étant conscient que un cheval ne se cache pas dans le tiroir. Donc, c'est pour vous dire que le monsieur, il est dans son rôle. Mais quand on revient ici, par rapport au chantier, les amis ont dit, entre-temps, quand il est venu pour commencer, tout feu, tout flamme, il a commencé par le boulevard circulaire, il a commencé les chantiers ici, il m'a donné les barons et tout ce que vous savez, le déranger tout avec, amène-moi un camion de gravier, amène-moi un camion de sable, je veux 3 tonnes de ciment. Il était obligé de se retirer de l'homme et de demander qu'on le donne plutôt les chantiers de l'intérieur pour comme ça, il peut faire ses chantiers sans que les barons l'influencent trop. Malgré ça, les chantiers qu'il a fait là-bas, on ne veut pas aller dans les détails, mais c'est beaucoup alambiqué. Donc, moi, je pense que les gens pensent que c'est très facile. C'est vrai, il était au devant des entreprises, autant de choses de Compaoré avec la belle-mère de Compaoré. Elle m'a donné la rivalité entre son entreprise et l'entreprise de la belle-mère de Compaoré a fait plus ou moins de lui un opposant. Grâce à ce nouveau statut, le vent est venu, ça n'a pas pu l'emporter. Et s'il pense que c'est chez nous ici qu'il va venir, n'est-ce pas, soutenir un truc qui est en train de tomber pour, n'est-ce pas, sauver son entreprise, il se trompe. Merci beaucoup à Abi Alpha. Si que Génial veut ajouter un mot aussi, parce que nous avons épuisé notre temps. Juste 2 minutes pour évoquer la médiation dans la crise politique togolaise. C'est vrai que le sujet est aussi au rendez-vous et cette semaine, beaucoup de médias ont relevé le fait que 5 chefs d'État de la sous-région se sont mis ensemble pour pouvoir intervenir et aider les Togolais à trouver une solution. Est-ce que ça pourra marcher, à votre avis? On va prendre juste une minute chacun. Allez-y, Tchaniao. Je crois qu'il faut que ça marche. Puisque vous me demandez si ça pourra marcher, moi je crois qu'il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que les 2 protagonistes doivent prendre de la hauteur et faire en sorte qu'on préserve notre pays. Sinon, la question que tous les Togolais se posent, où est-ce que le Togo va? Le Togo que nous aimons, notre chère patrie, l'or de l'humanité, tout ce que nous disons, les beaux mots que nous lançons par rapport à ce Togo, où est-ce que nous allons si nous refusons que lorsque ça ne va pas entre nous, que la tierce personne, qu'elle vienne quand même pour nous réconcilier, qu'elle vienne pour nous donner les beaux mots, pour compenser, ou pour nous permettre quand même de nous reprendre les mains dans la main, parce que opposant que tu sois, unir ou parti au pouvoir que nous soyons, nous aurons besoin, quoi qu'on fasse, les uns des autres pour bâtir cette belle nation qu'est le Togo. Merci beaucoup, Tchaniao. Oui, je crois qu'il y a eu une information comme ça, mais ce n'est pas un groupe formel de mon point de vue. Je crois que c'est un groupe informel. C'était en marge des Assemblées Générales des Nations Unies à New York. Et donc les 5 présidents, je crois, ont demandé à leurs collègues du Ghana de suivre un peu le dossier. Parce il y a Patrice Talon qui était à Lomé mercredi passé. Dossier, mais apparemment, bon, il a parlé avec M. Fogna Singbe plusieurs fois, mais apparemment, ce groupe de contact ne fait pas peut-être l'affaire de Ford. Donc, il est allé en Guinée pour solliciter Alpha Condé. Il était avec son beau-frère Marcel. Et je pense que peut-être dans la semaine qui vient, Alpha Condé va demander à voir la coalition. Et on verra ce qui va en sortir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on verra. Mais bon, s'il va solliciter Alpha Condé, c'est parce que bon, Alpha Condé est celui peut-être qui fait mieux son affaire, parce que lui aussi, il cherche à modifier la constitution là-bas pour se présenter en 2020. Je rappelle qu'en 2020, Alpha Condé aura 82 ans. Il aura 82 ans en 2020, il aura passé 10 ans au pouvoir et à 82 ans, il veut s'ajouter encore 5 ans de plus. Vous voyez que les Africains ne sont pas sérieux. Merci. Et bon, j'espère que ce taxe de médiation va peut-être donner quelque chose. Fabrice. Non, bon, il y a eu Fort aussi à faire partie des chefs d'État qui est allé chercher à résoudre des problèmes dans des pays voisins à un moment donné. Donc, ça passe un peu. Maintenant, bon, cette histoire de 7 chefs d'État, je crois que il faut encore creuser davantage pour voir si l'information est vraiment avérée. Parce que c'est parti d'une dépêche, tout le monde l'a repris, mais je ne sais pas si vraiment l'ONU a demandé formellement à 5 chefs d'État. Oui, puisque RFI aussi en a parlé abondamment. De venir. Donc, comme l'a dit Ferdinand, c'est informel. Il n'y a pas eu quelque chose d'officiel comme cela. C'est les réseaux sociaux encore qui nous ont replongé dans cette affaire. Il y a Afrique qui a été le premier à lancer. Oui, c'est lui, en fait, c'est lui qui a induit les gens en erreur. Bon, confraternité. Je ne voulais pas le dire, mais c'est lui qui a induit les gens en erreur. Sinon, il n'y avait pas quelque chose de formel comme cela et autres. Mais
comme on le dit, même entre-temps à Ouaga, quand ça se passait avec les Dendéré, Faure Gnassingbé a tenté d'y aller. Donc c'est un peu comme ça. Mais la conclusion, c'est que, bon, en réalité, ils ne feront que des propositions, hein, puisqu'il faut, quand deux cas s'affrontent, il faut quand même quelqu'un pour rapprocher les gens, pour discuter. Ce n'est pas eux qui vont dicter aux Togolais ce qu'ils doivent faire. Donc au finish, la solution viendra de nous. Tout ce dont ils veulent s'assurer, c'est qu'il n'y ait pas une situation où, bon, les gens ne s'embrassent pas, parce que quand le Togo s'embrasse, ce n'est plus seulement un problème togolais, parce que les réfugiés, ça ira dans tous les sens, et tous les autres pays qui ne sont pas intéressés par le problème togolais seront obligés de faire un peu les frais. Donc c'est un peu cela, la solution reviendra aux Togolais. Merci. Abi Alpha, pour terminer. Ouais, moi je peux dire que pour le moment je laisse ce chef d'État sous les réserves je considère beaucoup sa démarche sous les réserves du doute, parce que j'ai une fois suivi une de ses conférences de presse en Europe dans un hôtel continental où il résolvait les problèmes autour de lui comme un chef de village, et j'ai apprécié. M. Alpha Condé, il fait une conférence de presse. Un citoyen c'est-à-dire de son pays se plaint par une dame se plaint, c'est comme ça, on a voulu vous joindre de cette façon, voilà comment telle personne de votre entourage nous a bloqué. Il dit ok, attendez un instant, gardez le micro. Il prend le micro et son téléphone, il appelle la personne au pays. Bon, monsieur, je suis en conférence à l'hôtel Continental. Tel citoyen dit que tu as fait ça, l'empêchant de me voir. Je garde le contact, elle va te parler. Et on met libre toute la salle à écouter. C'est comme ça que nous avons écouté. Et il a fait des cas comme ça. Il y avait aussi un professeur d'université qui s'est plaint, il a fait la même chose. Donc j'ai vu quelqu'un qui résolvait les trucs d'une façon la plus transparente possible. C'est-à-dire, tu ne peux pas mentir quand c'est lui qui résout un problème. Donc je crois qu'il va mettre ce pragmatisme, cette fibre d'honnêteté dans sa démarche. C'est vrai que Faure Gnassingbé allait le voir avec son beau-frère, son gendre, qui est en même temps le président de la commission de la CEDEAO que Faure Gnassingbé dirige. Il est allé le voir quelques jours après, on veut voir l'opposition. Je crois savoir que, sans vouloir tout dire, cette médiation tient seulement à Condé qu'il est prêt à envoyer son avion prendre la délégation. On espère que ça porte du fruit pour que vraiment les gens respirent. Quoi. Merci beaucoup, messieurs. Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pékézi, le journal Le Libéral, Ferguina Haïté, le patron du journal L'Alternative, et puis Tchaniawa Rémiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour le débat. Merci. Salut à tous les amis qui nous ont écoutés. Oui, merci à tout Lomé, à toute la diaspora qui nous a écoutés. Merci à Jack Prosper qui a assuré la réalisation. Nous faisons un grand coucou à nos amis de Gazette, la Gazette du Togo.com qui nous écoutent sur YouTube et la chaîne YouTube et les amis de la diaspora. Merci à vous. Appelez-moi Eric Gator. À bientôt. Au revoir et bon week-end. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.